Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. Au programme aujourd'hui, l'orgue le plus précieux d'Israël se dépoussière et voyage. Puis un petit voyage au cœur d'un supermarché très particulier à Amsterdam qui vend des produits alimentaires faits de plâtre. Vous comprendrez de quoi il s'agit. Enfin, nous rencontrerons Noa Sapka, professeure de photographie à l'école de Betzalel. Elle va nous présenter cette exposition qui reprend toute l'histoire du département de photographie de cette université renommée de Jérusalem. Et je vous propose de sortir du studio pour nous rendre à quelques minutes d'ici, à l'église Saint-Pierre de Jaffa. C'est là que s'est tenu l'un des concerts du Festival international de l'orgue. Et pas sur n'importe quel instrument, il s'agit du plus vieil orgue de la région. David Gombin est parti à la découverte de cet orgue exceptionnel avec Daniel Bock et Anthony Lesme. À première vue, un concert comme tant d'autres. Mais détrompez-vous, cet orgue dont l'allure ne paye pas de mine est en fait le plus ancien recensé à l'heure actuelle en Israël. Avant d'être fin prêt pour le concert, cet orgue de marque Agati a dû tout d'abord être transporté de Jérusalem, où il reposait depuis 1847. Nous avons transporté cet orgue qui est le plus vieux de Terre Sainte et qui était conservé et délaissé dans un autre lieu. Nous avons décidé de l'amener ici surtout parce qu'à l'église Saint-Pierre, il n'y avait pas d'orgue. Et transbahuter un orgue aussi précieux et unique, ce n'est pas une mince affaire. Pour ce faire, le frère Ricardo a fait appel au seul facteur d'orgue en Israël, Gideon Shamir. Cet orgue a été transféré de Jérusalem, du Information Center à Jaffa. On m'a demandé de le démonter et de le transférer, de le remonter et aussi de l'accorder. J'ai tout de suite dit que je ne me sentais pas à l'aise parce que ce n'est pas mon style d'orgue et qu'il vaudrait mieux faire venir quelqu'un qui connaît spécifiquement ce style d'orgue. Et cet homme, le voilà. Il s'appelle Nicola Puccini. Facteur et accordeur d'orgue, il a été dépêché tout spécialement de Pise où il habite pour accorder et remettre cet orgue en état de marche. Dans ce cas spécifique, l'orgue a été victime de mauvaises manipulations dans le passé. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a eu probablement des soucis au niveau de la soufflerie qui se trouve au fond du sommier et qui a été substituée avec des matériaux modernes. Et donc nous l'avons démonté et nous nous sommes aperçus que les soufflets étaient bouchés et donc que beaucoup d'air était perdu. Nous l'avons réparé avec l'aide de Gideon et puis nous avons remis l'orgue à sa juste pression. Un travail émouvant pour ce Toscan passionné qui se rend en Terre Sainte pour la première fois. C'est aussi la première fois et donc je suis ému en quelque sorte. Un orgue toscan en Terre Sainte, eh bien ça ne se voit pas tous les jours. L'orgue fin prêt pour le concert, un autre Italien est appelé en renfort. Concertiste, Eugenio Maria Fagiani est organiste à l'orchestre Verdi de Milan. C'est un fin connaisseur de ce type d'orgue. De fait, je suis très content de jouer dessus parce qu'à notre sanctuaire, nous avons entrepris une démarche notamment éditoriale de la musique de cette période, conçue pour ces instruments. Donc c'est vraiment bien de pouvoir le proposer ici aussi. Un organiste de qualité pour un orgue d'exception. C'est donc la première fois que les puissants accords de cet Agati 1847 résonnent à Jaffa. Grâce à ce festival peu commun, la première, mais sûrement pas la dernière. Pour les amateurs d'orgue, le festival se poursuit jusqu'au 23 novembre. Est-ce que vous avez déjà demandé vraiment ce que vous mettez dans votre estomac? Quelles sont les quantités exactes de ce que vous mangez? Eh bien, l'artiste israélien Itamar Gilboa a eu l'envie d'explorer ses habitudes alimentaires et de les dévoiler au grand public à travers une exposition de reproduction en plâtre de tout, absolument tout ce qu'il a mangé pendant un an. Cette initiative n'est pas que personnelle, elle a aussi un but associatif. Nous avons Itamar en ligne qui va nous raconter ce que c'est que le Food Chain Project. Itamar, bonjour. Vous trouvez au cœur de votre supermarché très particulier. Racontez-nous l'histoire de ce projet.
Quand je suis arrivé à Amsterdam pour étudier l'art à l'université, je ne pouvais pas ignorer le fait que mes habitudes alimentaires avaient complètement changé. Je me suis retrouvé à manger des choses complètement différentes. La manière dont j'achetais la nourriture est complètement différente par rapport à d'où je venais, Tel Aviv. J'ai donc tenu un journal pendant 1 an, tous les jours. Je marquais toutes les choses que je mangeais et buvais. Et je m'étais imposé de ne pas regarder ce journal pendant toute cette année, car je ne voulais pas influencer mes habitudes alimentaires. Après que l'année se soit écoulée, j'ai alors calculé. Et là, j'ai été extrêmement surpris. Je pouvais même dire choqué en voyant les produits que je mangeais parfois beaucoup ou pas beaucoup, mais aussi les quantités. Donc c'était important pour moi ensuite de pouvoir visualiser. Mais alors cette démarche n'est pas seulement personnelle, vous aviez envie de faire passer un message. Là, c'est ce que je montre dans cette exposition, ce sont les 7000 sculptures qui représentent ma consommation. Donc les gens peuvent venir et voir pour chaque produit que j'ai mangé, combien j'en ai mangé, et avoir une vue d'ensemble en espérant leur ouvrir l'esprit au public et les faire penser à leur propre consommation. Plus que ça, c'est vraiment important que les gens puissent avoir un pouvoir d'action, se sentir investis, puisqu'il se passe des choses très graves dans le monde, avec la famine notamment. Et il y a des merveilleuses associations, organisations qui font leur maximum pour changer les choses. Ce que le public peut faire, c'est venir ici, acheter les sculptures comme dans un supermarché, mais au lieu de donner l'argent à ces entreprises d'agroalimentaire, ils supportent ces associations. C'est ça l'idée du Food Chain Project. La nourriture que j'ai mangée devient de l'art et quand les gens l'achètent, ça redevient de la nourriture pour ceux qui en ont besoin. Mais alors ça doit être extrêmement gênant tous les jours de se concentrer autant sur ce qu'on mange, non ? C'était pas confortable de voir les produits que je mangeais à répétition et qui ne rendent pas fiers, l'alcool ou les sucreries ou les sodas, toutes les choses pas saines. Mais j'étais content aussi de voir que je mangeais assez de légumes et de fruits. Ouais, c'est sûr. Pour moi, il y aurait beaucoup de chocolat. Le supermarché est à Amsterdam en ce moment. Est-ce que vous avez l'intention de le faire voyager ? Oui, c'est un supermarché pop-up. Ça a commencé à Amsterdam, plus que 5 semaines ici. Et j'espère que l'exposition va continuer ailleurs, car je pense qu'il y a un message important à donner aux gens. C'est à propos de prise de conscience, de manger correctement, mais aussi de supporter les associations et organisations qui se battent contre la famine et qui peuvent réellement rendre notre monde meilleur. Donc oui, on ne sait pas si on continue, mais on espère que ce n'est qu'un début. Merci beaucoup Itamar, bonne chance. Merci beaucoup, au revoir. Le département de photographie de l'école d'art Bezalel à Jérusalem fait l'objet d'une exposition. Elle s'intitule « La vérité photographique est une vérité naturelle ». À travers les différentes photos de cette exposition, on retrouve toute l'histoire de ce département depuis sa création. C'était en 1911 jusqu'à 1984. Nous recevons aujourd'hui Noah Satka, l'un des professeurs de photographie de cette école. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce titre? Qu'est-ce qu'une réalité naturelle? Le titre est en fait une phrase de Boris Schatz, le fondateur de Bezalel au début du XXe siècle. Il a écrit cette phrase dans un livre en 1924. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai été très surprise de lire une phrase sur la photographie. Ici, en
en Israël en 1924, je n'aurais jamais imaginé voir des explications sur ce qu'est la photographie, sur ce qu'est l'art, ce qui appartient à la photographie, ce qui appartient à l'art. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom pour notre exposition. Oui, parce que ce qui est assez fascinant dans cette exposition, c'est qu'on suit donc l'histoire de ce département de photos, mais en même temps, on suit aussi l'histoire de la région avant même qu'Israël soit créé. Comment vous avez choisi ces photographies qui représentent cette époque? Je suis restée focalisée sur le département photographie de l'école. C'est cet axe principal qui m'a donné le chemin à suivre. L'école Betzalel a été fondée avant l'État d'Israël. À l'époque, les thèmes des photos tournaient souvent autour du sionisme, un peu comme des photos de propagande. On le voyait bien dans le département photo de l'école. C'était un peu comme une maison d'impression sioniste. Et après, on voit l'évolution dans les années 40. La modernité est entrée dans les esprits, puis une nouvelle vague de modernité est venue. Donc pendant ces années, c'était un peu de la photo de propagande, puis la photographie artistique est vraiment apparue vers les années 70 et 80. Alors justement, vous étiez vous-même étudiante de cette école, dans ce département de photographie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'apprentissage de la photo à l'école de Betzalel? I was a student from the 1990 until 95. J'y étais étudiante entre 1990 et 1995. J'ai commencé à enseigner 7 ans plus tard. J'adore la photo, mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait une grande différence entre ce que j'avais appris et ce que je ressentais pour la photo. L'enseignement pédagogique est souvent en retard par rapport aux élèves. Les élèves ont tendance à apprendre des choses nouvelles en dehors des classes. J'essaye de ne pas être trop en retard sur mes élèves, mais je le suis un peu quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'enseignement dans cette école de Betzalel? C'était vraiment le début de l'enseignement académique de la photographie. C'était la première école à officiellement enseigner la photo de façon académique, avec un diplôme, à enseigner la photo en tant qu'art. C'était les premiers. On voit bien les changements de la photographie en fonction du système éducatif. J'ai fait des recherches auprès de nombreux professeurs, j'ai regardé les différents protocoles, les comptes rendus de réunions, ce que les enseignants disaient, leur point de vue sur la photographie, et à travers ça, on voit une claire évolution au fil des années. Alors la photographie, on le sait, c'était un moyen de capter une réalité, c'est d'ailleurs dans le titre de cette exposition. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux événements qui se passent en ce moment à Jérusalem, une ville qui a quand même un lourd historique et qui a une réalité plutôt tragique en ce moment. J'imagine que ça apporte une dimension plutôt politique à l'apprentissage, alors peut-être au contraire, justement, pas du tout, on s'éloigne complètement de la politique. Ça nous affecte évidemment. On voit à plusieurs reprises que l'enseignement de la photographie a dû s'interrompre à tel ou tel moment en raison d'une attaque, d'un conflit ou d'un attentat. Et un professeur qui est venu voir l'exposition nous a interpellés en disant qu'on ne voit pas l'occupation. Il n'y a pas de photo de l'occupation. Ça a pris du temps avant que les photographes aient pu capturer ce genre d'image. C'était une façon de s'évader de cette situation politique si tendue. Ils essayaient de l'éviter. Ils préféraient photographier de belles choses comme le Kinneret ou des ombres abstraites, juste pour éviter cette intense situation politique. Ça leur a pris du temps pour pouvoir capturer et transmettre ces images. Merci beaucoup. Je rappelle que cette exposition à Noa Sadka, c'est jusqu'au 27 novembre 2014 à la Galerie du département photo de Betzalel à Jérusalem. Merci beaucoup. Thank you. Allez, on va parler à présent de Christopher Nolan, le réalisateur d'Interstellar. Interstellar qui a déjà reçu plus de 320 millions de dollars au box-office mondial. Et puis le 25 novembre, donc la semaine prochaine, sort une bande dessinée basée sur le film. Bonjour, Benjamin Tobias du quotidien israélien Yediot Ahronot. Vous venez de tout nous dire sur ce réalisateur.
Comment il est devenu si important, ce réalisateur britannique, sur la scène du cinéma international? Je pense que ce qui se passe avec Christopher Nolan, qui nous offre quelque chose qu'on ne voit pas vraiment, on voyait juste dans le cinéma hollywoodien classique, ça veut dire des films qui sont des films hollywoodiens populaires mais intelligents. Ça veut dire qu'il traite ses spectateurs de manière intelligente. On a vu ça très clairement dans la trilogie des films de Batman, qui, tout en étant des films de comics, traitait les spectateurs comme adultes, essayaient d'être intelligents, dire des choses aussi philosophiques ou esthétiques sur le monde. Alors ça, je pense, c'est une des raisons de sa popularité. Et alors, dans ce film Interstellar, on voit très bien les influences de Stanley Kubrick et son 2001, l'Odyssée de l'espace. Quelles sont les autres influences de ce réalisateur? Alors, je pense qu'il y a un mélange très intéressant à Interstellar, qui est un peu un film épique de science-fiction, qui essaye d'un côté de prendre le 2001 abstrait de Kubrick, et de l'autre côté être un cinéma hollywoodien sentimental, le style Spielberg, au compte des troisième types, ou AI. Et de nouveau, je pense qu'on peut comparer un peu Nolan à Spielberg, dans le sens où il fait des grands films hollywoodiens, mais il essaye donner aussi quelque chose d'extra dans ces films pour les spectateurs. Et la même chose, ça c'est une épopée de science-fiction très beau et quand même très profond, même si pas parfait. Très rapidement, quel est votre film préféré, Christopher Nolan? Moi, personnellement, je préfère Le Prestige, qui est un peu un film de détective avec des magiciens. Et sinon, il y a aussi le Dark Knight ou Inception. C'est des films très intéressants chaque fois. De nouveau, aucun de ces films, à mon avis, est parfait. Et quand même, c'est des films dont on se souvient, on sort du cinéma en se souvenant du film. Merci beaucoup, Benjamin Tobias. C'est la fin du Culture Mag. L'info continue tout de suite sur i24 News. Bon retour sur la planète Terre.